Exactement. Moi, c'est Sophie, je suis une interne en 7e semestre également en anesthésie, actuellement à Gustave aussi. Et donc, je vais vous présenter un travail qu'on a fait avec Henri de Carrel et Dr. Surmer sur la chirurgie des masses résiduelles et le cancer du testicule. Donc, je vais commencer en vous présentant le cas d'un patient qu'on a eu à prendre en charge à Gustave Roussy il y a quelques années maintenant, qu'on appellera Monsieur P dans ce travail. C'est un monsieur de 45 ans qui est autonome, sans antécédent particulier, qui se présente chez son médecin traitant avec des douleurs abdominales localisées au niveau du flanc à droite, raison pour laquelle il bénéficie d'un scanner abdominopelvien, qui retrouve, comme vous le voyez sur les images ici, donc une masse rétro-péritonéale importante, avec un engainement partiel de l'aorte sur l'image ici, et un envahissement du pédicule rénal, avec notamment le signe de la flèche qui vous montre une thrombose au niveau de la veine rénale droite. Donc, il y a une biopsie qui est réalisée sur cette masse-là et qui retrouve donc une tumeur testiculaire germinale non séminomateuse avec des marqueurs biologiques qui placent la tumeur en cancer de mauvais pronostic chez ce patient. Donc, la prise en charge initiale consiste à une orthidectomie droite chez un monsieur qui finalement décrit après coup un testicule droit édémacié qui est descendu depuis quelques mois. On met en place une anticoagulation curative également chez ce patient avec une thrombose rénale droite et une dérivation des urines qui est mise en place initialement par néphrostomies puis par sonde double J à droite. Il y a un bilan pré-thérapeutique qui est réalisé avant la chimiothérapie avec des EFR et une échographie cardiaque qui est normale et une légère augmentation de la créatinine chez ce monsieur. Donc, il a bénéficié par la suite d'une chimiothérapie à base de bléomycine, étoposide et cisplatine, donc c'est les chimiothérapies classiques des cancers du testicule, qui se complique chez lui d'une insuffisance rénale chronique, donc qui est multifactorielle à la fois sur la chimiothérapie, décompression des voies urinaires avec une augmentation légère de la créatinine, une altération des EFR qui nécessite un arrêt de la bléomycine de la 3e cure et une dénutrition très sévère chez ce patient qui perd environ 20 kg en 3 mois. On décide donc d'arrêter la chimiothérapie. Un bilan d'imagerie est réalisé en fin de chimiothérapie qui montre, comme vous le voyez, une persistance de la masse rétro-péritonéale avec des marqueurs tumoraux qui restent positifs. Donc on décide de poser une indication chirurgicale pour la prise en charge de ces masses résiduelles. Alors, au bloc opératoire, ce patient bénéficie du coup d'un curage lombo-aortique par laparotomie qui se compose tout d'abord d'un curage lobulaire complet de la zone avec une libération des voies urinaires, un rein droit qui peut finalement rester en place et une résection de la veine cave inférieure qui est complètement envahie et thrombosée. Donc nous, sur le plan anesthésique, on préinstalle le patient en lui posant un cathéter artériel, une intervention centrale et on décide de monter le cell saver. On lui pose en début de chirurgie une péridurale thoracique qu'on peut mettre en charge en périopératoire. Il y a également une analgésie par de fentanyl et kétamine en préopératoire et une thromboprophylaxie par compression pneumatique intermittente pendant toute la chirurgie. La chirurgie se complique assez rapidement par un saignement veineux très important dans un contexte de développement préalable de circulation veineuse collatérale qui est très importante au moment où le chirurgien s'expose, qui nécessite initialement la transfusion de 3 kg globulaires et de 2 plasmas précongelés. Par la suite, pendant la résection de la veine cave inférieure qui est envahie, malheureusement, une partie de la paroi aortique part avec la masse, donc le chirurgien clampe assez rapidement en sous-rénale l'aorte du patient, avec nécessité à ce moment-là de retransfuser le malade et des héparines qui sont passées en IV au moment du clampage. Après avoir clampé l'aorte, le chirurgien poursuit son geste et à la fin du curage lombo-aortique, il décide, devant l'impossibilité de réparer la paroi aortique, de poser une prothèse aorto-ligaire chez monsieur. Malheureusement, la pose de prothèse se complique au moment du déclampage par une thrombose de l'artère fémorale, avec nécessité à partir de ce moment-là d'appeler le chirurgien vasculaire de Marine Lalonde, qui vient pour faire la thrombectomie avec une sonde de Fogarty. Globalement, le geste se passe bien, on récupère une bonne perméabilité de tous les axes vasculaires et on peut déclamper au bout de 5 heures de clampage sous-rénal. En fin de chirurgie, le patient est à nouveau retransfusé, donc on a au total sur toute la chirurgie 10 kg qui sont transfusés, 8 PFC et le cell saver qui est restitué à hauteur de 1200 ml, également 1 kg plaquettaire qui est transmis. Finalement, sur la totalité de la chirurgie, on a un support vasopresseur par noradrénaline diluée qui est au maximum à 0,5 mg/h, un remplissage de 8 litres au total de cristalloïdes. Une chirurgie qui dure au total 9 heures avec des pertes sanguines qui sont estimées à un peu plus de 5 litres. Une duresse qui reste conservée pendant toute la chirurgie et en fin d'intervention, des lactates qui sont un petit peu élevés avec une esthétique hyperlactatémie.
Dans tout ce contexte, le patient est transféré en réanimation en post-opératoire. L'évolution en réanimation est plutôt favorable en l'absence de complications chirurgicales. Un patient qui est rapidement stabilisé sur le plan hémodynamique et une noradrénaline qui est sevrée dès le premier jour avec une clearance rapide des lactates. Il dégrade légèrement sa fonction rénale avec un retour finalement à sa créatinine de base dès J1 et une diurèse qui reste conservée pendant toute l'hospitalisation. Dans le contexte de gestes sur la veine cave inférieure avec une thrombose de la veine rénale et une anticoagulation efficace qui peut être introduite dès le deuxième jour en réanimation sans complications au décours, on peut donc sortir le monsieur de réanimation à partir de 4 jours et il retourne en hospitalisation conventionnelle en chirurgie. Au bout de 2 semaines d'hospitalisation, il développe une acide chyleneuse qui nécessite une ponction évacuatrice devant une mauvaise tolérance respiratoire. Il y a environ 3 litres qui sont retirés avec une évolution favorable des cours. Malheureusement, il récidive 1 semaine après, avec cette fois-ci, en plus de la mauvaise tolérance respiratoire, une infection du liquide d'acide qui conduit le patient à développer un sepsis, pour laquelle il est admis en réanimation. Au bout de 4 jours, il y a une évolution favorable sous antibiothérapie et après un nouveau drainage de l'acide. Sur le plan de la dénutrition, le patient refuse initialement l'alimentation entérale, raison pour laquelle il y a de l'alimentation parentérale, jusqu'à pouvoir reprendre de l'alimentation pérosse à partir d'1 mois post-opératoire. Il peut retourner au domicile à partir de 2 mois après la chirurgie, où il réalise sa rééducation seul, et finalement 2 ans après la chirurgie, il est en rémission complète carcinologique. Donc le cas de Monsieur P me permet de vous introduire donc, le travail qu'on a fait sur les curages lombo-aortiques et la prise en charge des résections des masses résiduelles chez les patients qui ont des cancers du testicule. Les problématiques qu'on avait avec Gustave Roussy, c'était comment améliorer nos pratiques chez ces patients qu'on est amené à prendre en charge, en sachant que ça concerne un nombre très réduit de patients, donc une population très restreinte et une littérature qui est finalement quasiment inexistante, donc compliqué d'adapter nos pratiques. Donc on a décidé de faire un travail et de réunir toutes les données qu'on a pu récupérer sur Gustave Roussy, et je vous présenterai dans un second temps les connaissances actuelles et les principes généraux de prise en charge périopératoire de ces patients-là. Donc à Gustave Roussy, globalement, on a commencé l'activité en 2019. Donc, depuis le début de l'activité, on a pu prendre en charge 34 patients. Ça concerne un seul opérateur sur Gustave Roussy, avec un âge moyen des patients qui est relativement jeune, puisque c'est des patients d'environ 34 ans en moyenne. En ce qui concerne les anatomopathologies, c'est globalement surtout des tumeurs non séminomateuses qu'on a à prendre en charge chez nous. Donc là, je vous ai remis sur un graphique les évolutions périopératoires. Je vais faire ça de manière un peu plus synthétique. Donc, je vous ai mis les saignements en ordre donné. On a un saignement moyen périopératoire de 2 litres. Donc ça va des curages lombo-aortiques très simples qui saignent 100 ml jusqu'à parfois des accidents qui saignent 8 litres, mais en moyenne, on est aux alentours de 2 litres par patient. Donc on transfuse globalement la majorité des patients, surtout avec des fluides globulaires. On était initialement, comme vous le voyez, au niveau du graphique, les traits verts correspondent aux patients qui ont eu une anesthésie péridurale, donc ça concerne globalement les premiers patients de la série. On a finalement, dans le contexte de saignements importants, avec beaucoup de gestes sur les gros vaisseaux, des anticoagulations post-opératoires et des troubles de l'hémostase chez la plupart des patients, décidé d'arrêter de poser des anesthésies péridurales. Donc ce qu'on fait sur la fin des patients de la série et ce qu'on fait toujours actuellement dans ce contexte, c'est plutôt des blocs de parois en fin de chirurgie. On a l'impression, quand on retourne les voir en post-opératoire, que ça marche relativement bien, de la même façon que l'anesthésie péridurale sur l'analgésie post-op. En ce qui concerne les complications post-opératoires, donc elles sont majoritairement de type acide chyleuse, donc c'est ce que je vous décrivais chez le patient avec des atteintes, des voies lymphatiques au niveau du rétropéritoine, des insuffisances rénales aiguës qui sont multifactorielles chez ces patients, à la fois par atteinte des voies urinaires sur le plan chirurgical, par la tumeur ou par la chimiothérapie. Il y a eu assez peu de reprises chirurgicales et finalement un pronostic qui est relativement favorable, puisqu'on a une survie sans cancer qui est presque à 90% à 1 an. Donc, je vais reprendre avec vous globalement le cancer du testicule pour le mettre un petit peu dans le contexte. C'est le premier cancer de l'homme jeune, donc on parle de cancer entre environ 15 et 40 ans. Ça concerne 3000 nouveaux cas par an, avec un pronostic qui est plutôt favorable, puisqu'on a plus de 90% de survie à 5 ans après le début de la prise en charge. Donc les cancers du testicule, c'est dans plus de 95% des tumeurs germinales, et dans ces tumeurs germinales, il y a un peu plus de la moitié qui sont des tumeurs séminomateuses. Quand on parle des masses résiduelles du cancer du testicule, de quoi parle-t-on ?
Donc la première étape de la prise en charge, c'est toujours l'orchidectomie, à la fois pour avoir l'anatomopathologie et pour commencer à être curatif sur ce cancer. Après l'orchidectomie, les patients, quelle que soit l'anatomopathologie, vont bénéficier d'une chimiothérapie, donc comme je vous disais, à base de bléomycine, étoposide et de cisplatine. Donc ensuite, pour la prise en charge des masses résiduelles, ça va dépendre du type anatomopathologique. Si c'est une tumeur séminomateuse, on va se donner comme cut-off sur le scanner post-chimiothérapie une taille de masse résiduelle à 30 mm. Si les masses résiduelles font plus de 30 mm, à ce moment-là, on passe au TEP scanner. Et si le TEP scanner est positif uniquement, on passera à la chirurgie. Pour les tumeurs non séminomateuses, on a des cut-offs qui sont un peu plus bas, donc une indication un peu plus large de prise en charge chirurgicale, et surtout pas d'indication de TEP scanner qui a une sensibilité ou spécificité qui ne sont pas du tout suffisantes pour évaluer les masses résiduelles dans les tumeurs non séminomateuses. On voit qu'après la chimiothérapie, il y a quand même plus de 90% des tumeurs séminomateuses qui sont guéries et qui n'ont pas besoin d'avoir de chirurgie des masses résiduelles, d'où la proportion plus importante qu'on a, nous, au bloc opératoire de tumeurs non séminomateuses. Donc, je vous ai remis un schéma pour décrire un peu la zone sur laquelle les chirurgiens ont travaillé. Globalement, c'est le rétropéritoine entre les artères rénales et la bifurcation iliaque. On peut séparer l'espace en espace latérocave, latéro-aortique, pré-cave, pré-aortique et interaorticocave. Donc l'espace qui draine le testicule droit est composé du latérocave, pré-cave et interaorticocave, et le reste de l'espace rétropéritonéal est pour drainer le testicule gauche. Voilà, je vous ai refait un petit schéma pour la gestion des atteintes vasculaires. Donc c'est assez compliqué à évaluer en préopératoire, donc on se repose sur les images qu'on a au scanner. Donc avec une atteinte, on va regarder d'abord la veine cave inférieure et l'aorte, qui sont les deux gros vaisseaux qui occupent le rétropéritoine. Donc si la veine cave inférieure est envahie, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il existe une circulation veineuse collatérale, si on arrive à la voir au scanner ou pas. Souvent c'est le chirurgien finalement, quand il l'ouvrira, qui pourra donner le diagnostic. C'est important d'anticiper ça parce que le geste sera différent. Si on a une circulation veineuse collatérale, on peut se permettre de sacrifier la veine cave, elle sera simplement ligaturée et on retirera la partie qui est envahie par la tumeur. Malheureusement, s'il n'y a pas de circulation veineuse collatérale, on sera obligé de mettre une prothèse après avoir réséqué la veine cave inférieure. En ce qui concerne l'aorte, le raisonnement est plus simple. Si l'aorte est envahie, il y aura forcément une jarrette de prothèse après la réduction du vaisseau. C'est assez simple décrit comme ça. C'est finalement beaucoup plus compliqué quand on a l'imagerie. C'est compliqué quand on a le scanner de voir les tumeurs qui envahissent les vaisseaux, de se dire s'il y aura la possibilité de trouver un point de clivage et de disséquer. Je vous ai mis à titre d'exemple 2 imageries. Donc ça, c'est le scanner d'un patient qui est actuellement au bloc opératoire avec une tumeur qui envahit de manière circonférentielle l'aorte, et en fait un chirurgien qui nous dit qu'il peut trouver un point de clivage et qu'il n'aura peut-être pas besoin finalement de remplacer l'aorte et de poser une prothèse. Donc pour l'instant, c'est toujours le cas. La chirurgie est en cours, donc j'ai pas encore le fin mot de l'histoire. Et l'image qui est en dessous, c'est l'image du patient que je vous ai présenté avec une atteinte au niveau de la veine cave inférieure qui a finalement pu être remplacée et qui était en fait complètement thrombosée en préopératoire. Donc nous, ce qui va être important pour l'évaluation anesthésique préopératoire chez ces patients, donc en ce qui concerne le patient, c'est des personnes qui sont globalement jeunes, donc avec normalement peu, voire pas du tout d'antécédents. Cependant, ils ont eu un cancer, ils ont eu une chimiothérapie, avec les séquelles éventuelles de la chimiothérapie que je vous décrirai juste après. Sur la chirurgie, c'est une chirurgie à haut risque cardiovasculaire, donc avec les complications qu'ils peuvent avoir aussi. Et il faudra être vigilant également sur la localisation des masses résiduelles, en particulier l'atteinte vasculaire dont je vous parlais à l'instant, et l'atteinte d'organes, un envahissement rénal qui est très très fréquent, avec dans 5% des cas la nécessité de sacrifier le rein, des métastases hépatiques qui pourront être retirées dans le même temps opératoire, donc ce qui change également la chirurgie, et des métastases pulmonaires qui normalement sont prises en charge dans un second temps sur la chirurgie thoracique. Le risque thrombotique est également important chez ces patients-là, avec la chimiothérapie qui augmente le risque qui est déjà lié au cancer donc, chez ces patients, qui arrivent du coup souvent en consultation d'anesthésie avec des thromboses déjà préexistantes et donc des traitements anticoagulants qu'il faudra nous penser à adapter. La chimiothérapie, je vous ai remis, donc dans ce tableau il n'y a pas tous les effets indésirables, mais il y a les principaux et surtout ceux qui vont nous intéresser sur la prise en charge anesthésique. Donc la bléomycine avec ses effets indésirables pulmonaires et le développement de pneumopathie interstitielle diffuse qui peuvent aller à terme jusqu'à la fibrose pulmonaire. Globalement, chez les patients qui ont de la bléomycine et qui développent pendant le traitement des symptômes respiratoires ou une altération des EFR, c'est une indication à arrêter immédiatement le traitement.
Chez les patients qui n'ont pas encore atteint le stade de fibrose, il y a parfois une récupération qui est possible. C'est une chimiothérapie qui favorise également les thromboses vasculaires, qu'elles soient artérielles ou veineuses. On peut avoir également des toxicités hématologiques avec des patients qui ont une cytopénie qui vont parfois apnésique et la toxicité du cisplatine rénale et surtout cardiovasculaire. Donc raison pour laquelle je vous ai mis la liste des examens complémentaires qu'il faudra qu'on récupère nous pendant la consultation d'anesthésie. Donc les EFR les plus récentes après la fin de la chimiothérapie avec l'UDLCO. Donc, je vais une petite note sur la FiO2 péropératoire chez les patients qui ont eu des effets indésirables de la bléomycine. On sait que l'hyperoxie favorise l'apparition des lésions de fibrose pulmonaire. Donc il faut être vigilant sur la FiO2 périopératoire et essayer de les oxygéner juste de la manière suffisante. Une imagerie vasculaire bien sûr, donc on a le scanner TAP de toute façon post-chimiothérapie, on peut hésiter à demander un Doppler des membres au moins au bout, une fonction rénale et une numération récente qui font partie de toute façon du bilan préopératoire et une évaluation cardiaque le plus récent possible. En ce qui concerne la prise en charge anesthésique péropératoire, c'est une chirurgie avec un risque cardiovasculaire majeur, donc qui nécessite bien évidemment un monitorage hémodynamique avec pose de cathéter artériel. Monitorage du débit cardiaque, donc nous, Gustave aussi, on a pris partie de monitorer le débit cardiaque sur l'analyse du contour de l'onde de pouls et un abord vasculaire central, donc ils ont systématiquement la pose en cathéter central avant le début de la chirurgie. Le risque hémorragique qui peut être plus ou moins majoré en fonction de l'atteinte des vaisseaux et en fonction du geste chirurgical. Donc on monitore bien sûr l'hémoglobine avec l'hémoQ, l'hémostase avec l'hémostase délocalisée. Nous on a le Cantra à Gustave aussi qui nous apporte beaucoup quand il y a des saignements aigus. La question du cell saver qui se pose dans ces chirurgies carcinologiques. Donc à Gustave aussi, nous on a pris le parti de le monter, de brancher l'aspiration et de la donner au chirurgien. En ce qui concerne la restitution, on essaie de rationaliser le plus possible l'utilisation du cell saver. Globalement, on fait la restitution s'il y a un saignement majeur et qu'on est pris par le temps avant de pouvoir transfuser des culots globulaires. En ce qui concerne la prise en charge analgésique chez ces patients qui ont globalement tous une laparotomie xiphopubienne, en tout cas à Gustave aussi sur les curages qu'on a pu avoir, ils ont tous rémifentanil, xylocaïne et kétamine. En ce qui concerne l'ALR, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Initialement, ils avaient surtout des anesthésies péridurales. Maintenant, on est passé sur des blocs de paroi. On a l'impression que la balance bénéfice-risque est plutôt en faveur pour l'instant des blocs de paroi chez ces patients. En ce qui concerne le risque thrombotique, c'est une chirurgie à haut risque thrombotique, une chirurgie abdominale lourde qui dure 100% du temps plus de 120 minutes. Donc ils ont tous des compressions pneumatiques intermittentes pendant la chirurgie et pendant les heures qui suivent avant la réintroduction des anticoagulants préventifs. En ce qui concerne justement la gestion des anticoagulants périopératoires, alors les épargnes intraveineuses, elles seront utilisées s'il y a des clampages des gros vaisseaux pendant le temps de clampage. Il y a une indication à l'aide des antiagrégants plaquettaires en post-opératoire chez les patients qui ont eu des prothèses vasculaires au niveau artériel. Et en ce qui concerne l'anticoagulation, évidemment préventive, systématique en post-opératoire et curative qui sera mise en place globalement le plus tôt possible en post-opératoire en l'absence de complications hémorragiques. Alors, si il y a un geste sur la veine cave inférieure, s'il s'agit d'une prothèse, l'anticoagulation sera faite à vie ou au moins au long cours avec une réévaluation à distance. En ce qui concerne les ligatures de la veine cave inférieure, c'est une anticoagulation curative qui sera faite pendant 3 mois, globalement le temps qu'il y ait une circulation collatérale efficace qui soit en place. Les complications post-opératoires, donc je vous ai mis ici les principales. Les atteintes nerveuses du rétropéritoine peuvent conduire dans la majorité des cas de manière historique à des dysfonctions sexuelles. Avec la pratique des chirurgiens, on réussit à avoir de moins en moins d'atteintes sexuelles, l'idée étant de tomber au nombre minimum possible. Le développement d'un lymphocèle, donc dans le rétropéritoine, par atteinte finalement des voies lymphatiques chez ces patients, qui peuvent être traités par drainage dans le cas d'une collection importante et parfois par reprise chirurgicale si ça résiste au drainage simple. Les atteintes vasculaires, donc hémorragiques ou ischémiques, donc, en particulier s'il y a eu besoin de faire des gestes sur les vaisseaux, donc qui peuvent être attrapés par radiologie interventionnelle, parfois nécessitant une reprise chirurgicale. Les atteintes digestives sont
un peu moins fréquentes normalement, étant donné qu'on travaille dans le rétropéritoine. Il peut y avoir des ischémies sur les manipulations des vaisseaux digestifs, de l'ileus bien évidemment puisqu'on est on traverse quand même la zone. Les péritonites post-op, ça sera surtout sur des infections du liquide d'acide chez les patients qui développent de l'acide, mais il peut y avoir des perforations d'organes aussi, si problème chirurgical. En ce qui concerne l'insuffisance rénale post-opératoire chez ces patients, comme je vous expliquais, c'est plutôt multifactoriel avec une atteinte des voies urinaires par la tumeur ou par le chirurgien, nécessité parfois d'une néphrectomie et bien sûr des défaillances hémodynamiques périopératoires qui peuvent causer ces insuffisances rénales. Alors je vous ai mis la nécrose médulaire, c'est assez anecdotique mais finalement assez craint par nos amis chirurgiens puisque ça peut conduire à une paraplégie des patients qui sont obligés de les avertir avant la chirurgie par l'atteinte le plus souvent de l'artère d'Adam-Kivitz. Bon, je n'ai pas remis toutes les complications qui sont dues à la grosse laparotomie, les complications respiratoires et les complications infectieuses qu'on connaît. Je vous ai fait un petit focus sur l'acide pyleuse qui finalement concerne presque 10% des chirurgies. Donc, par atteinte d'échelle lymphatique rétropéritonéale, je vous parlais du lymphocèle, mais ça peut également être une acide pyleuse. Les complications, ça va être les complications de l'acide qu'on connaît avec une tolérance respiratoire qui peut être moindre si une acide est abondante ou du syndrome du compartiment abdominal. Il peut y avoir également une infection du liquide d'acide comme celle qu'a présenté le patient que je vous présentais. La prise en charge elle est médicale en premier lieu avec un drainage et des petits moyens qui sont mis en place pour essayer de diminuer au maximum le flux lymphatique digestif, donc avec un régime le plus pauvre en triglycérides possible, et parfois jusqu'à la nutrition parentérale. Il y a certaines équipes qui mettent également en place des analogues de la somatostatine pour mettre au repos le tube digestif et diminuer le flux lymphatique digestif. S'il y a échec des prises en charge médicales, évidemment il faudra retourner à la chirurgie. Je vous ai refait une petite diapo pour finir avec les points essentiels de la prise en charge périopératoire de ces patients. Donc en préopératoire, il faudrait être vigilant à la chimiothérapie et aux effets indésirables de la chimiothérapie chez les patients qu'on prend en charge. Bien rechercher des thromboses et les anticoagulants le cas échéant et bien les adopter en préopératoire. Évaluer au mieux le risque vasculaire et bien anticiper les complications hémorragiques qui peuvent en découler. En péropératoire, bien sûr, une surveillance hémodynamique rapprochée, prendre en charge le risque hémorragique et les éventuelles transfusions massives qui peuvent suivre, être vigilant sur la FiO2 qu'on impose aux patients, en particulier s'ils ont eu des effets indésirables de la béronicine. Et en post-opératoire, nous, à Gustave Roussy, ils vont en réanimation de manière systématique pour surveillance au moins pendant les 24 premières heures. Pour finir, je rappellerai juste que c'est des patients jeunes qui ont peu d'antécédents et finalement l'objectif à long terme c'est la guérison. Je vous remercie de votre attention.